Nous allons maintenant écouter un autre lauréat d'un prix de faculté, Monsieur Giovanni Zuccarino, qui a réalisé un mémoire en philosophie autour des liens entre politique et vie affective. Je lui cède la parole. Vous l'aurez sans doute remarqué à la lecture du titre de mon mémoire, je ne suis pas très doué pour les formules courtes et efficaces. En vérité, si ce titre comporte deux parties et qu'il est assez long, c'est qu'on pourrait sans doute aborder mon mémoire sous deux angles assez différents, soit dans ses considérations internes à la philosophie, c'est la deuxième partie du titre, soit dans ses enjeux plus politiques, et c'est cette deuxième dimension que j'ai plutôt choisi de présenter ce soir. Pourquoi donc le corps politique à la lumière de la vie affective ? Et comme quelque chose d'étrange, en effet, à prétendre expliquer le fait politique à partir des passions. C'est que ça touche sans doute à un mélange des ordres de grandeur, intimité, collectivité, public intime, qui semble au premier abord assez étrange. Que peut-on bien dire du politique à partir d'expériences passionnelles singulières? En quoi mes passions, ma joie, ma tristesse, ma colère, mon désir, regardent-ils autre chose que mon intimité? D'une certaine façon, le terme passion traduit déjà l'idée que nous nous en faisons généralement, puisque l'individu passionné, c'est celui qui pâtit, qui subit. Le caractère néfaste, passif du fait affectif est par là inscrit dans son étymologie même. Le stoïcisme n'y est pas pour rien dans cette affaire, il en est même certainement l'un des acteurs principaux. Sa position sur le sujet tient en une phrase décisive: la passion est une impulsion excessive et contraire à la nature. Alors une telle thèse engendre une conséquence qu'on comprend assez rapidement: maîtrisons à tout prix nos affects, calmons-nous. Ce principe demeure encore aujourd'hui d'une certaine façon la morale spontanée de nos sociétés. En témoignent par exemple les nombreux ouvrages appartenant à la littérature dite de développement personnel, qui affirment la nécessité d'une forme de maîtrise de soi face aux événements qui surviennent dans la société ou qui nous parviennent des autres. Quelques exemples de ces livres de self-help, un petit peu de publicité. The Daily Stoic, ou 366 maximes susurrées à votre oreille par Marc Aurèle ou encore Sénèque. Coacher avec les stoïciens, sous-titré Travailler sur soi, accompagner les autres, tout un programme. Ou encore mon préféré, L'art subtil de s'en foutre, de Mark Manson, manière peu subtile, quoique assez amusante, de paraphraser la célèbre phrase d'Épictète: ne cherche pas à ce que ce qui arrive arrive comme tu veux, mais veuille que ce qui arrive arrive comme il arrive, et le cours de ta vie sera heureux. Reconnaissant au moins à Mark Manson de posséder, lui, le sens de la formule courte et efficace. Cette conception particulière des événements passionnels nous a progressivement conduit à considérer les passions comme devant être dominées, tenues à l'écart de l'espace politique, espace envisagé comme le lieu par excellence du consensus rationnel. Ou pour le dire autrement, on ne fait pas de politique avec des passions, mais avec des arguments raisonnés. C'est tout d'abord une volonté de questionner ce postulat qui a motivé l'écriture de ce mémoire. Et si, au contraire, nos institutions politiques, sociales, n'étaient pas entièrement structurées autour d'enjeux passionnels? Qu'il y ait des passions en politique, nous le savons toutes et tous, parfois notre plus grand désespoir. Que nos institutions politiques soient intégralement construites autour du passionnel, c'est une toute autre affaire. Et c'est pourtant ce que j'ai cherché à montrer dans mon travail, en comparant trois conceptions assez différentes, assez élaborées tout de même du politique, celle du stoïcisme, celle de Hume, penseur écossais du XVIIIe siècle, et celle de Spinoza, philosophe néerlandais du XVIIe. Donc on en vient là, avec la démarche de ma recherche, à l'explication de la seconde partie de ce titre à rallonge. Vous comprenez, au regard des livres que je viens de vous présenter, les raisons qui m'ont poussé à choisir les stoïciens comme point de départ, même si ça n'avait rien d'évident, tant il existe de reprises, de modifications, comme on a pu le voir. Donc l'une des difficultés principales était de parcourir l'ensemble de ce corpus pour en dégager la substance commune.
Pourquoi des penseurs aussi différents que Hume et Spinoza? D'abord parce que tous les deux réfléchissent d'une certaine façon à partir des stoïciens et qu'ils les citent régulièrement, notamment Spinoza dans son œuvre, et Hume leur a consacré un essai assez conséquent. L'idée était donc d'étudier ces trois pensées, dans un premier temps leur théorie passionnelle, puis ensuite, dans un deuxième temps, de voir ce que les différences entre ces théories entraînaient sur le plan de leur modèle politique. Ce qu'a montré cette analyse, c'est que ces trois théories des passions induisent nécessairement trois projets éthiques différents qui auront chacun leurs conséquences dans les conceptions du politique. On pourrait par exemple formuler rapidement, dans le cas du stoïcisme, un raisonnement de type « les passions sont contraires à la raison, contre nature ». Donc ça, c'est la conception des passions, certes synthétique, ce qui entraîne, donc projet éthique, d'éradiquer nos passions. Et les enjeux politiques vont être, pour les stoïciens, donc le rôle des institutions politiques, de parvenir à organiser une société de sages, c'est-à-dire d'individus maîtres de leurs désirs, de leurs passions. Le même raisonnement pourrait être fait avec Hume et Spinoza, mais l'idée était ici surtout de souligner l'enjeu de mon travail, à savoir de montrer que le champ politique est, dans toute pensée politique par ailleurs, le lieu où s'agence, où s'organise, où se règle une série de problèmes éthiques hérités d'une certaine conception des passions. En conclusion, et dans la mesure où nos sociétés sont construites autour de valeurs et de principes éthiques, comprendre les joies, les tristesses, les désirs qui nous animent collectivement, ce que permet en partie la philosophie, a bel et bien une utilité pratique, c'est de permettre de questionner nos institutions dans leurs fondements passionnels pour mieux les reconfigurer et favoriser une société d'affects collectifs joyeux plutôt que tristes. Je vous remercie pour votre écoute, je vous félicite pour vos diplômes et puis j'espère que, contrairement au titre du livre de Mark Manson, vous éprouverez toutes et tous de très belles passions, soit à l'écriture de votre mémoire, soit à la suite de votre parcours. Merci.